Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour le 13e épisode de la saison 4 finale de Shingeki no Kyojin. Ouais, direction le flunch. Ouais, le resto. C'est ça. C'est ça, ils vont restaurer. Et d'ailleurs, c'est un épisode où il se passe tellement de trucs que il y a des traumatismes crâniens. Il y a des gens qui se font frapper parce qu'ils ont mis des miettes à côté de la table et tout. Moi, je dis, il y a un irrespect complet dans cet épisode. On va revenir évidemment. En long et en large, histoire, bande son, réalisation, changement par rapport au manga. On va vous parler de tout ça. D'abord, on peut vous dire que ça correspond à la deuxième moitié du chapitre 111 et à la première moitié du chapitre 112 du manga. Il y a pas mal de choses qui ont été couvertes et l'épisode commence très fort parce que dès le début, on a quand même Jig qui nous fait une annonce sur son dérivé de son liquide cérébrospinal où en fait ils ont créé un gaz sur la même base du coup de ce liquide cérébrospinal qui paralyse dès inhalation toute personne qui le respire et leur corps se raidit. Mais surtout le pire c'est que quand il se met à gueuler comme un ours, il se transforme en titan. C'est ça. Et on nous parle du village Ragako, qui était donc le village de Koni, où on avait vu sa mère qui était comme ça allongée sur la Zonmei. Donc là, on a les révélations sur ce qui s'est passé dans ce village. Enfin, après 2 saisons, on nous dit que c'est Sig, il a été avec un groupe qui avait des masques à gaz, qu'ils ont répandu ce gaz, donc on comprend que son liquide cérébrospinal, donc il était picousé certainement dans le cou, a été synthétisé, il a été mis dans du vin, a priori, il a été mis sous forme de gaz ici, il est mis sous forme de seringue qu'ils avaient apporté d'ailleurs dans les navires qui ont été saisis, je rappelle, par l'armée de l'île du Paradis. Et là, on découvre les dessous de Ragako. C'est assez impressionnant et on a quand même une petite information qui est contredite plus tard dans l'épisode, c'est-à-dire que tu l'as dit, Zik dit leur corps se raidit et puis on peut les transformer comme on veut. Et plus tard dans l'épisode, t'as Nicolo qui explique donc ce qui s'est passé avec ce vin. Et a priori, il n'y aurait pas moyen de détecter puisque apparemment t'as les brigades spéciales qui en ont bu et ils n'ont pas d'effets secondaires. Donc ils sont pas paralysés, leur corps ne s'est pas raidi, etc. Donc ça veut dire quoi ? Et c'est ça qui est terrifiant dans cet épisode, ça veut dire que on ne sait pas qui a bu du vin, qui n'a pas bu du vin, ou qui a bu du vin contaminé, qui n'a pas bu du vin contaminé, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, quand elle est synthétisée sous forme de gaz, je pense que c'est mélangé à un gaz paralysant, mais sous forme d'alcool, donc de liquide, indétectable. Donc c'est un truc de ouf, parce que si demain il se met à crier comme un singe, au milieu du champ de bataille, ça va être la surprise de qui va se transformer et de qui va être sous sa coupole. Ouais. C'est un truc de ouf et du coup tu te dis d'accord, ok, ça commence fort cet épisode, puis on est directement du coup bercé au sein du restaurant où on fait face à la fois au repas, à Nicolo qui est ravi de recevoir nos invités, Gabi qui est en stress total, qui veut à tout prix rencontrer le fameux Mar qui est donc Nicolo. Ouais, le fameux Mar qui est teasé par Kaya. Alors, cet épisode est extraordinaire en tout point. Je vais vous expliquer pourquoi. On arrive. Kaya, et donc, je l'ai dit dans l'épisode d'avant, héritière de la volonté de Sacha, vient présenter Gabi et Falco, qui sont 2 mares, donc qu'elle accueille bien, alors que Gabi, c'est celle qui a tué son héroïne finalement. Pour leur donner un échappatoire, elle va les présenter à ce mar, Nicolo. Putain, j'ai vraiment... Maintenant, quand je dis Nicolo, j'ai vraiment l'impression de dire Nicolas en ch'ti. Ah, pareil, non mais c'est horrible. Moi, c'est pareil. Nicolo, c'est chaud à dire. Essayez chez vous, Nicolo, dit plusieurs fois Nicolo, vous parlez ch'ti en fait, tout simplement. Et Nicolo, qui est donc un mar, qui maintenant vit sur l'île du Paradis, a totalement inversé, pas inversé, mais plutôt changer sa vision des choses, sa vision des rapports tel camp contre tel camp. Et maintenant, les Eldiens de l'île du Paradis, on va le voir lorsqu'il saisit la bouteille, par exemple, à Koni et puis Jean, qui allait boire du vin, ce sont ses amis, il veut les protéger. Et il pleure la mort de Sacha. Et justement, il va en vouloir à qui ? Il va pas en vouloir aux Eldiens, etc. Quand Gabi va lui faire cette révélation. Ouais, c'est moi, en fait, je suis venu, etc. Ouais, j'en ai buté une, mais bon, on n'en a pas buté assez. Il va péter un câble parce que Sacha, c'était devenu son... Comment dire, sa raison de vivre sur cette île. C'est elle qui lui a changé la vie, qui lui a ouvert les yeux et l'a détourné de la guerre. Il le dit dans cet épisode. Elle m'a détourné de la guerre. Il était venu pour la guerre, il était venu pour faire la guerre. Et finalement, maintenant, il n'en veut plus de cette guerre, quoi.
Ouais, elle lui a donné clairement une raison de vivre, une raison de s'épanouir dans le plaisir qu'il transmet avec sa cuisine, ce qui est un symbole pour lui. Il est fort cet épisode parce que on voit la transformation de Niccolo, mais on le voit dans tous les domaines. C'est-à-dire que déjà au début, tu penses qu'il pète un câble, tu te dis en fait, il est marre en fait. C'est au moment de la bouteille, tu dis pète un câble, il veut pas leur donner parce que il redevient FDP, mais tu comprends pas trop. Mais tu te dis bon. Et en fait, tu comprends un peu plus tard dans l'épisode que vu qu'il y a de la merde à l'intérieur, il a voulu les protéger, sauf qu'ils l'ont compris qu'après. Donc tu te dis d'accord, donc il les protège vraiment. Pétage de câble, rencontre entre Gabi et Niccolo. Tu te dis mais c'est quoi ce... En fait, cet épisode, c'est un traquenard scénaristique qui te met en haleine et au fur et à mesure où tu avances, tu te dis oh là là, mais quand il va apprendre ce truc, quand il va savoir, il va péter un câble. Et sa réaction, elle est ouf, tu vois. Il voulait lui éclater une bouteille dans la tête, mais en fait, c'est Falco qui intervient. Du coup, il se le mange. Du coup, il y a du liquide potentiel qui coule dans sa bouche. Du coup, il faut le rincer parce que sinon, il peut être transformé sur commande. Tu te dis, oh là 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 là, mais ça s'arrête quand L'épisode est extraordinairement ficelé. Il fait le lien avec tous les éléments. C'est-à-dire, on part de la forêt, on arrive jusque dans ce restaurant avec un liant qui est ce vin. Et ce vin qui est contaminé par Zeke qu'on voit en début d'épisode, qui explique un peu comment fonctionne son pouvoir, justement. Donc ça tease pour ce qu'on va voir un peu plus tard dans l'épisode. Et pire que ça, cet épisode s'appelle Mori no Kora. Et Mori no Kora, en fait, c'est les enfants de la forêt, mais dit de manière un peu péjorative. C'est les enfants de manière péjorative. Et alors, c'est pas que les enfants de la forêt, genre les orphelins adoptés par Monsieur Browse, qui du coup sont les enfants de la forêt, puisqu'il les emmène chasser, justement, parce que c'est des enfants de la forêt. C'est le qualificatif qu'il utilise dans cet épisode. Je pense aussi qu'on nous parle de Zeke et Levi, qu'on retrouve au tout début de l'épisode dans la forêt. En fait, le liant dans cet épisode est parfait et tout est inattendu jusqu'à la fin, dont on va vous parler tout à l'heure. Mais même le moment où Falco, c'est la énième fois qu'il protège Gabi. C'est peut-être bien la 4e fois qu'il saute pour la protéger et prendre à sa place, tu vois. Et pourtant, on s'y attend pas. Cette réaction, épidermique de Niccolo et le sauvetage de Falco et Gabi qui est là et qui va s'en prendre une. Et ensuite, t'as Niccolo qui emmène Gabi devant le père de Sacha pour qui tue cette fille qui a donc finalement fait partir sa progéniture, sa fille. Et là, alors, c'est peut-être un des passages, parce qu'il y a énormément de passages incroyables dans cet épisode, mais un des passages les plus magnifiques, c'est la sagesse de Monsieur Browse. Il est extraordinaire. Véritablement, c'est une réaction pleine de sagesse et de maturité. Tu sens que le mec, il a du vécu, et tout ce qu'il dit est extrêmement vrai. Et j'ai véritablement l'impression qu'Isayama parle à travers Monsieur Browse. C'est-à-dire que, généralement, dans Shingeki no Kyojin, il nous fait confronter les points de vue, mais il va pas nous dire quoi faire, il va pas nous dire quoi choisir. Et on va voir Gabi, on va voir Eren, on va voir Falco, on va voir, je sais pas moi, Frock, je dis n'importe quoi. Vous voyez tous ces camps, tous ces personnages qui ont des prises de position et qui prennent des décisions lourdes de sens, mais sans forcément maîtriser toutes les conséquences de ce qu'ils vont faire. Ou du moins, c'est leur point de vue, ils ont l'impression d'en assumer les conséquences, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors que là, vraiment, Monsieur Browse, il dit quoi ? Il dit, d'accord, tu veux lui rendre la monnaie de sa pièce, d'accord, tu veux la tuer, d'accord, tu veux peut-être être quitte, entre guillemets. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça qui va faire que le monde sera meilleur demain. Ça, justement, ces orphelins qu'on adopte, c'est justement parce que c'est le futur. Gabi fait partie aussi, elle est encore jeune, elle fait partie aussi de cette nouvelle génération qui peut changer le monde. Et c'est pas en reproduisant ce que tu as subi, en gros c'est ce que Gabi a fait aussi, hein, reproduire ce qu'elle a subi, et Eren c'est ce qu'il a fait aussi, reproduire ce qu'il a subi à Revelio, que ça va améliorer les choses. Donc là il est vraiment en train de nous donner une leçon, et peut-être même une leçon pour ce qu'on va voir ensuite dans cet épisode. Ouais, t'as pris une bonne part de parole pour bien expliquer justement toute cette construction, parce que c'est super important. On est dans Shingeki no Kyojin souvent confronté à ouais, est-ce que c'est mieux d'être dans tel camp, plutôt ça c'est qui les gentils, c'est qui les méchants, on sait pas vraiment, etc. Et là, le père, il a posé des bases simples, mais tellement vraies. Il dit, c'est à nous à prendre sur nos épaules la responsabilité des éléments et de tout ce qui des choses qui se sont passées par le passé, hein, sans faire de jeu de mots, mais en les transformant et en ne les reproduisant pas. Et d'ailleurs, c'est super fort parce qu'en parallèle de ça,
Tu parles de Gabi, mais j'ai trouvé que justement, peut-être pour l'une des premières fois, Gabi est confrontée, elle a une sorte d'électrochoc parce qu'elle est confrontée aux conséquences de ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que d'un esprit vengeur, d'une manipulation de la part d'Aemar, de ce qu'il faut faire pour être le meilleur, pour préserver la nation, pour ceci, pour ce... Un endoctrinement. C'est ça, elle est totalement endoctrinée, la nana. C'est pour être un Eldien d'honneur, faut que tu représentes les mares, faut que tu sois une mare de cœur, blablabla. La meuf, elle est, tu vois, elle a des œillères et tout, elle a à fond dedans. Là, du coup, en agissant de la sorte, en répondant à ce qu'on lui demande de faire, c'est la première fois qu'elle est confrontée quand elle a en face d'elle Nicolo, qu'elle a Falco qui a été intervenu, qu'il y a le père qui prononce ses paroles, qu'il y a Kaya qui pète un câble, elle, totalement à l'inverse de son père adoptif, de vouloir tenter de la tuer parce qu'elle est prise de colère et elle ne sait pas se maîtriser avec autant de maturité et de sagesse que le père Braus. D'ailleurs, juste sur ça, c'est-à-dire que la violence va venir de la personne dont on ne s'attendait pas. On s'attend le moins. Ouais, clairement. Et là, j'ai trouvé vraiment que Gabi, elle se prend un électrochoc dans la tête et elle se dit, mais j'ai tué quelqu'un. Enfin, j'ai tué quelqu'un d'important pour ces gens. Mais dans le feu de l'action, dans toute cette guerre, on se rend pas compte des conséquences, de ce que ça pèse pour autrui, de ce que ça fait. Moi, j'ai vécu des choses. Tu vois, t'as l'impression que la douleur, elle est tout le temps obligatoirement égocentrique. Il y a que ta douleur qui compte, et ce que tu fais pour éponger ta douleur ne compte pas, et on s'en fout. Ça sera jamais aussi douloureux que ma propre douleur. Et c'est quand tu le constates dans ces moments-là, tu te dis putain, en fait, je suis en train de faire la même chose, et je suis en train de reproduire exactement ce que je ne voulais pas subir. Et tu sens que Gabi, elle est totalement perdue. Toi, tu l'as ressenti comme ça? Moi, je l'ai pas ressenti comme ça parce que elle s'attend à être tuée, en fait. Donc, elle s'attend à une violence proportionnelle à celle qu'elle donne. Parce que déjà, pour elle essaie de donner une violence proportionnelle à celle qu'elle a reçue de la part d'Eren, qui a détruit Revelio et qui a participé, du coup, à tuer ses amis. Pour moi, Gabi, elle est pas en train de réaliser qu'on peut lui faire du mal et qu'il y a des répercussions, parce qu'elle le sait, elle l'a vécu. Pour moi, elle est en train de réaliser que les gens de l'île du Paradis ne sont pas comme ce qu'elle pensait, et que le mal peut venir de Mar, parce que Nicolo est un Mar. C'est-à-dire que la personne, en rentrant dans ce restaurant, dont elle attendait le plus, dont elle avait le plus confiance, sans même le connaître, c'était Nicolo parce qu'il est Mar. Et avec cet endoctrinement, elle s'est dit « Je suis Mar aussi, on représente la nation, on est alliés contre ces pourritures de démons, blabla. » Et la violence, la haine envers elle vient de lui, et pas de Monsieur Braus, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'elle a... C'est pas la première fois, hein, mais là c'est véritablement avec la violence de tout cet épisode, hein, c'est pas la violence qui lui amène ça, pour moi c'est justement la douceur qui lui amène cette illumination. Elle comprend aussi que le monde n'est pas manichéen, qu'il n'y a pas le bon d'un côté, le mauvais de l'autre, et que les gens aussi peuvent changer, et ça elle le voit à travers Kaya. Kaya qui était incroyable, on l'a vu dans l'épisode d'avant, qui était incroyable de sympathie et de tolérance envers ces deux venus de Mar, là, alors qu'elle pourrait être, tu vois, ostracisante, raciste, etc., parce que c'est des Mar et parce que ceci. Pas du tout. Mais là, c'est juste que c'était la fille qui a tué Sacha. Donc là, tout de suite, il y a eu un revirement. C'est sur ça que je pense que Gabi, là, est en train d'évoluer. Elle est en train de comprendre que c'est pas du tout le monde qu'elle croyait, quoi. Ouais, après, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Vraiment, je partage ton point de vue. C'est parce qu'en fait, je l'ai ressenti aussi, car on sent que plus ça avance, plus elle est choquée de ce qui se passe autour d'elle. Et quand tu as une crise de larmes qui te prend aux tripes de la part de Kaya, tu vois, tu sens que c'est viscéral. Et qu'en même temps, je me suis dit, certes, elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal, mais en même temps, dans le feu de l'action, et quand elle comprend aussi ce qu'elle a fait, elle ne peut que s'attendre à une sentence à la hauteur de ce qu'elle a causé aux gens à qui elle a fait du mal, tu vois. Et quand elle est choquée de voir que Mikasa, Armin, etc. ne vont rien lui faire, enfin, n'ont pas envie de la tuer sur le moment, ça rejoint ce que tu dis aussi, mais je pense qu'elle doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça? En fait, je fais de la merde, c'est pas ça qu'il faut. Tu vois, en fait, je pense que c'est un mélange de... Moi, j'ai ressenti un peu un mélange des deux. Alors après, peut-être, toi, tu as lu le manga, donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses que tu sais dans le comportement. Mais dites-nous dans les commentaires, alors, comment vous l'avez réceptionné? Même s'il y a des choses... Alors, s'il y a des choses par rapport à la suite, je le dis pas. De toute manière, ne vous inquiétez pas, je ne spoil pas. C'est juste, ouais, effectivement, le ressenti par rapport à ce qu'elle traverse dans les épisodes. D'ailleurs, je pense que, à contrario de l'épisode... Alors c'était l'épisode précédent, non, c'était l'épisode encore d'avant, où véritablement elle était détestable quand elle était dans cet endoctrinement, qu'elle rejetait les paroles en bloc
qu'on lui avait appris et qu'elle était têtue comme une mule à ne pas écouter Kaya qui lui racontait véritablement des choses factuelles qu'elle a vécues, elle, que sa mère a vécu et qu'elle en est morte, donc cette attaque des titans. Là, dans cet épisode, je trouve qu'on a pitié pour elle. J'ai vraiment ressenti de la peine pour elle, alors même que, tu vois, évidemment, je t'avoue, quand Niccolo a cette rage totalement viscérale qui vient de l'intérieur et qu'il a envie de fracasser la bouteille, quelque part on se retrouve en Niccolo, parce qu'on se dit putain, il a perdu un proche et tout, et t'es avec lui en mode et d'ailleurs les plans ne s'y trompent pas dans le manga, mais t'es aussi quand même du côté de Gabi, et à un moment donné t'es du côté de Kaya, et t'es du côté de Monsieur Bros. C'est du côté de tout le monde, parce c'est que ça qui est magique avec cette série. J'ai pas, tu vois, c'est une série, généralement t'as tout le temps tes personnages préférés et comment dire ça, t'as un camp, tu vois. Moi très personnellement dans Shingeki no Kyojin, c'est tellement bien écrit que je supporte personne, j'ai pas de camp, je suis attaché véritablement à tous les personnages parce qu'ils sont incroyables. Tu peux pas. Chacun a sa part de vérité, chacun a sa part de souffrance, chacun a sa part de vécu, et tu ne peux que comprendre. Alors, Eren, machin, sauf peut-être Froc qui va intervenir du coup au milieu de tout ça. Une fois que tout s'est calmé, on va revenir un peu sur cette affaire du vin dans quelques minutes. Froc et donc les pro-Jäger qui interviennent au milieu, pas du banquet, mais au milieu du restaurant, et qui prennent en otage à la fois le bataillon d'exploration, donc Hanzi et les autres, qui étaient en train déjà de nettoyer Falco pour qu'il n'ingère pas le vin qui serait contaminé, et qui arrive en plus avec Eren. Grosse surprise de voir Eren débarquer, et Froc, on va parler d'Eren dans un instant, vous inquiétez pas, se dessine de plus en plus, je sais pas ce que t'en penses, mais comme un personnage véritablement maléfique. En fait, je me suis dit, ça c'est quand même un FTP, quel manipulateur. Surtout quand ils font tous ouais, attention, fais gaffe, il y a le vin, blablabla, machin. Puis il se retourne et il fait un gros sourire machiavélique. Tu dis, ah le bat. Mais franchement, il méritait une claque à ce moment-là, parce que t'as vraiment envie de lui dire, mais t'es un. Ok, il va jusqu'au bout de son truc, mais t'as envie de lui dire, t'es quand même un enfoiré, quoi. En gros, tu nous as tous ken comme ça et t'es content. Ouais, il y a une transfo avec ce personnage, et je pense qu'il va faire du sale. Je sais pas, je le sens. Il va faire du sale, ce personnage. Il va à un moment donné nous faire un truc, nous téléspectateurs ou lecteurs, qui fait qu'on va se dire putain, on va chier dans notre froc. Ouais. C'était juste pour le jeu de mots. Non, mais elle est venue tout seul, mais bon, vu que tu parles du vin avant d'arriver sur Eren, qui est de toute manière la fin de l'épisode, ce vin est effectivement donc contaminé. On apprend donc que les brigades spéciales l'ont bu, mais qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire, contrairement à ce que Zeke avait raconté avec le gaz. Donc, le vin, ça se passerait différemment. On ne sait pas. Est-ce que toutes les brigades spéciales et des gens du bataillon ont été contaminés? On ne sait pas. Et pire que ça, t'as Froc qui dit, il y a aussi... il dit pas le bataillon ou la garnison, je sais plus. Et puis t'as Hanzi qui dit, mais attends, on n'a pas parlé de ça. On n'a jamais prononcé ça, la brigade spéciale. La garnison ou la brigade spéciale, je crois. Et il a dit... Et puis là, t'as ce retournement où tu comprends qu'il savait, quoi. Que lui, il a tout trafiqué, il était... Donc ça veut dire... Je m'arrête un instant pour ceux qui, du coup, auraient du mal à suivre. Ça veut dire que Yelena, parce qu'on en reparle à un moment donné dans cet épisode d'elle aussi, qui est donc du côté de Zeke, a tout orchestré avec les pro-Jäger. C'est ça que ça veut dire, puisque si ils ont fourni du vin, que Yelena voulait que ce vin soit bu par les brigades spéciales, et qu'en plus de ça, Froc était au courant que d'autres que les brigades spéciales en ont bu, lui qui est un pro-Jäger et qui a des infiltrés un peu partout, ça veut dire qu'ils sont de mèche. Et s'ils sont de mèche, il n'y a pas loin pour que Zeke soit au courant aussi, parce que lui, cet enculé, en début d'épisode, quand t'as un mec qui vient chuchoter à l'oreille de Levi ce qui s'est passé, donc Zackley est mort, Eren s'est échappé, etc., juste avant le générique, regardez bien, Zeke n'esquisse pas la moindre émotion. Comme s'il savait ou il s'attendait à ce qu'il allait dire. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est encore autre chose ? Moi, je pense qu'il est. Je pense qu'il sait, parce qu'il est trop engagé dans l'utilisation de son liquide cérébrospinal. Il est trop à la tête de savoir ce qu'il faut en faire pour ne pas savoir que le vin va servir à quelque chose et ne pas en avoir fait un plan.
J'ai du mal à me dire que, en gros, on lui aurait fait à l'envers à lui aussi. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Sachant que c'est Frock qui est avec Eren, qui lui-même Eren est censé être avec Zig. Je pense qu'il est au courant. Mais après, on peut tellement s'attendre à tout avec Isayama que j'ai envie de te dire, voilà quoi. Ouais, Shingeki du Kyojin quoi. Ouais, un épisode vraiment incroyable qui se termine donc par l'arrivée totalement inattendue d'Eren. De manière, mais alors totalement random, hein, puisqu'ils sont en pleine discussion avec Gabi. Donc là, on se dit, bon, les choses vont évoluer avec Gabi, qu'est-ce qui va se passer, etc. On a ce qu'on disait tout à l'heure, bah non, on va pas te tuer, pourquoi t'as que ce mot-là à la bouche Tu me rappelles quelqu'un, dit Armin. Tu me rappelles quelqu'un, il y a ce quelqu'un qui est là. Tu tournes la tête, il est là. Dans le plus grand des calmes. Il arrive, il montre pas sa pièce d'identité. Non, lui il montre sa main ensanglantée. T'as compris, tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Bah, tu te dis, ok. Les toilettes, c'est là, frère, tu peux prendre, il y a du jus d'orange, fais ce que tu veux. prends mes habits si tu veux, on sait jamais. Non, mais bref, je rigole, mais dans le plus grand des calmes, il arrive, il s'attable avec Mikasa et Armin et puis dit ouais, je suis venu parce que j'ai envie de parler. Ouais, c'est vrai qu'on arrive comme ça quand on est recherché au calme, hein. C'est comme ça qu'on fait, hein. C'est normal. Mais bon, alors après, vu la prise d'otage qu'il y a dans la salle d'à côté, je pense qu'il peut parler tranquille. Tu vois. Ouais, je pense qu'il peut parler tranquillou. Et puis surtout que maintenant il a la main ensanglantée, on sait très bien ce qu'il est capable de faire si jamais on l'emmerde. Je suis pas sûr qu'il y ait trop de résistance à l'intérieur, donc bon. Mais par contre, je sais pas si vous avez noté, mais il a le regard vide. Il est livide son regard. Il y a des cernes jusque derrière la tête. Il regarde même pas devant lui, je trouve il est éteint le gars. Alors je l'ai trouvé quand même un peu plus triste que vide de ce qu'on avait vu dans les épisodes, tu sais, à Revelio. Revelio, il était vraiment vide, il n'y avait pas de vie dans son regard, il était mort. Alors que là, je l'ai trouvé livide, triste. Ouais, mais moi je le trouve vide, triste, et peut-être que... Enfin, moi je suppute qu'il va chercher à savoir quelle position vont adopter Armin et Mikasa par rapport à la façon dont ça se passe. Parce que là, il y a les opposants, il y a les pro-Jaeger, là il y a les anti-Jaeger, il y a le fait qu'il y a tout ce qui se trame avec Pixis, le fait qu'Armin Mikasa sont censés suivre Pixis, qui lui-même est censé ne pas suivre Eren. Donc s'ils suivent, bah ils s'opposent un petit peu à Eren. Je me demande si la discussion ça va pas être vous faites quoi Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi? Voilà. Et du coup, peut-être que c'est cette tristesse qui s'empare de lui parce qu'il connaît peut-être la réponse, mais qui veut quand même en avoir le cœur net, tu vois. Mais c'est chaud parce que Armin, il a le colossal. Donc si Armin, il lui dit non, il fait quoi? Il bouffe Armin pour avoir son colossal. Lui qui veut avoir... j'ai l'impression qu'il veut récolter tous les titans. T'as cru que c'était Pokémon? Bah, je sais pas, mais il est capable de vouloir tous les titans pour maîtriser le dos et faire un truc, je sais pas. Il peut. Après, il y a plein de questions qui se posent avec cet épisode. Il y a celle-là dont tu parles. Il y a la réaction de Gabi qui est enfin confrontée à son ennemi juré, hein, celle qu'elle voulait oxyre depuis le début. Mais vu comme elle est tétanisée et vu ce qu'elle vient de vivre, je suis pas sûr qu'elle soit capable d'avoir du répondant. Surtout que le gars, il a la main cisaillée. On a vu ce qui s'est passé à Revelio. Et on peut se poser la question si Falco, est-ce qu'il est mort? Parce qu'il s'est fait fracasser quand même une bouteille. Et il a peut-être... bu du vin contaminé, on sait pas, c'est la merde. Bah surtout que Zig nous a parlé au début qu'il peut activer ces choses-là aussi avec le pouvoir de l'axe. Est-ce que c'est pas le gars qui est autour de la table là justement qui peut mettre un coup de pression à Falco? Bah sans Zig normalement il peut pas activer. Normalement il peut pas, mais il peut pas l'activer. Falco... il doit être réuni avec Zig pour pouvoir activer le pouvoir du roi en fait. Ouais, mais est-ce que Falco le sait? Falco, de toute façon, il est dans son bain, là. Laisse-le dans son évier avec son bain moussant. Bon, en tout cas... Attends, on va parler de la bande-son. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel, notamment avec ce thème lancinant qui débute en fin d'épisode. Incroyable. Ouais, t'es dedans. T'as mal au ventre dans le sens positif du terme. L'ambiance est pesante comme il le faut, en fait. C'est génial. C'est génial. Animation, réalisation, très bonne animation. Pas de folie, mais tout est super propre. Il n'y a pas de plan foireux. C'est soigné. L'expressivité des visages et des regards, qui est une force du manga d'ailleurs, est très très bien rendue. Et on a de gros doutes du coup, grâce à cette expressivité sur l'intention première des personnages. Parce que tu vois un peu leur hésitation, leurs émotions. Et le cadrage aussi, la réalisation est formidable sur ça. Parce que ça renforce tout cet aspect un peu bizarre, un peu malaisant, et sur ça je trouve que c'est extrêmement fidèle au manga du coup. Ouais, c'est lent et impactant en même temps.
c'est ce qu'il faut. C'est un rythme qui est même très spécial. Hein. Je trouve qu'il est unique à Shingeki. Hein. Avoir cette lenteur d'apprentissage, d'effet, quelque chose de très prosaïque dans la façon de faire. Hein. C'est un échange, c'est un repas, c'est des personnes qui arrivent, c'est je veux te parler, tu vois. C'est pas ouais, on est arrivé, on a défoncé, l'immeuble il a explosé, on est parti à l'autre bout de la ville. Hein. C'est pas hollywoodien. Hein. C'est très prosaïque. Mais en même temps, c'est impactant. Bam, tu fais ah ouais. Bam, oh là là. Bam, tu te prends des chocs en fait. Alors que non, ça se passe sur un temps assez court. Je trouve ça génial. Et la réal, elle aide énormément. Donc, franchement, c'était sur ce point-là, bravo Mappa. Changement avec donc la scène dont je vous ai parlé la semaine dernière qui avait été coupée et qui a été adaptée cette fois, juste après l'opening. Hein, c'est la scène où Zeke dévoile à Levi, ou plutôt qu'il réexplique à Levi comment on le comprend, comment il a transformé les habitants du village Ragako. Donc elle a été mise dans cet épisode, mais elle appartenait au chapitre précédent. Ensuite, niveau changement, c'est plutôt de l'ordre de la mise en scène généralement dans cet épisode. Du coup, je ne vais pas tout souligner, mais je vais juste vous dire que les actions sont les mêmes généralement, mais avec des cadrages différents par rapport au manga. Ce qui fait que ça peut parfois atténuer certaines violences. Tenez par exemple, quand Gabi se prend le coup de poing de la part de Nicolo, dans le manga c'est montré en vue subjective du côté de Nicolo. Tandis que dans l'anime on est à la place de Gabi. Donc c'est différent. Et pareil, toujours avec Gabi, quand elle se fait jeter au sol dans le manga, c'est beaucoup plus violemment et elle est beaucoup plus groggy encore que ce qu'on voit dans l'anime. Mais bon, ça tient aussi peut-être du trait incroyable d'Isayama pour rendre les émotions. Et quand Monsieur Browse explique qu'il a appris la chasse à Sacha, hein, dans le manga, on pouvait voir une belle case où les deux sont en forêt et on voyait Sacha muni de son arc. Ensuite, dans l'œuvre originale, Kaya s'apprête à planter un couteau dans le dos à Gabi et je trouve que ça a davantage de symbolique. Dans l'anime, elle arrive sur le côté et va la planter de face. Et enfin, quand Nicolo nous explique qu'il y a une dizaine d'années, la stratégie du vin a permis de prendre une capitale d'un pays ennemi, hein, on voyait une scène avec les titans en train de manger les gens. Du coup, la mise en scène et la manière dont on voit les titans attaquer les civils est différente de ce qu'on voit dans l'anime. Je tenais à le souligner parce que c'est peut-être un peu plus cruel quand même. Ok, bah écoute, ça rejoint de toute façon mon envie de rattraper et de lire. Hein. J'espère que vous aussi. Et écoute, bah en avis final, puisqu'on en arrive là, c'était génial. J'étais pris dedans, ça renforce encore plus les intrigues. Quand tu lis l'épisode prochain, tu vois que le titre c'est Sauvagerie, tu te dis putain. Non mais rien que le genre titre, c'était pas assez sauvage, tu sais ça. Ouais, rien que le titre Sauvagerie, tu dis qu'est-ce qui va se passer? Eren, Mikasa, Armin autour d'une table, Sauvagerie. Quoi Sauvagerie? Quelle Sauvagerie? D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux encore vivre? Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un truc qui me passe par la tête. Je trouve que ce genre d'épisode là où on en prend plein la tête, plein les yeux et plein les tripes, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de retournements et beaucoup de... On navigue par toutes les émotions véritablement, hein, la tristesse, la peur, la haine, la colère, la peine, le doute et aussi la compassion. Je trouve que ce genre d'épisode où on est dans un restaurant est plus violent que les épisodes où t'as des titans qui se foutent sur la gueule. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord et du coup dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 14, ça sent le feu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous. Et voilà, je sais plus quoi dire, sauvagerie, ça m'a calmé. Voilà, à très vite, faites pas trop les sauvages et puis évitez les verres de vin, on sait jamais. Et à très vite sur la chaîne 2. De Léo et Max, allez, ciao.